Alors, on va commencer. Lord Betrave ou Julien Rossier, tu es comédien, humoriste, chroniqueur. Mais si nous avions fait ce podcast il y a quelques années, je t'aurais qualifié de professeur d'histoire et de français. Ouais. En 2023, tu fais ton jump en laissant 15 ans d'enseignement derrière toi et en te consacrant entièrement à l'humour. En 2024, tu reçois le prix du nouveau talent par la Société suisse des auteurs. Et tu as fait la première partie de Gad Elmaleh en 2025, la première partie de l'Olympia de Yann Marguet en janvier dernier. Mais si on remonte un peu en arrière, c'est en 2019 que tout bascule pour toi. Thibaut Agoston, qui est humoriste, te fait jouer un 5 minutes à Paris. Ouais. Suite à ça, tu démarres un compte Instagram Lord Betrave. J'ai l'impression que j'ai regardé, tu as commencé ton compte Insta en juin. Oui, en juin 2019. Ouais. Je te demanderai si ça a quelque chose à voir. Et petit à petit, tu lances des faces caméra en blaguant sur les votations suisses. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse que tu sois là. J'ai plein de questions. Ma première question, c'est, avant l'humour, si on t'avait dit « tu te vois où dans 10 ans », tu te serais vu où ? Disons en 2018, par exemple. Toujours prof jusqu'à la retraite. Donc 2018, avant que je commence, ouais, j'aurais continué à être prof, je pense. Et j'aurais simplement été jusqu'à la retraite. Et après, j'aurais une super retraite parce que prof, c'est trop bien. Et donc, j'aurais été très, très content. Donc, non, je pense que j'aurais fait ça. Aujourd'hui, avec un peu de recul, est-ce que tu penses que tu as toujours été humoriste ? En fait, j'ai toujours adoré l'humour. J'ai vachement consommé d'humour depuis que je suis tout petit. J'ai regardé des DVD, des cassettes, des spectacles d'humoristes, de stand-up, de sketch. J'ai toujours voulu faire des blagues. Depuis que j'ai 13 ans, je fais du théâtre. Et c'était toujours du théâtre comique. On faisait des pièces de boulevard qu'on montait. On a écrit aussi des pièces. Donc oui, mais pas dans le sens humoriste, auteur de blagues et de stand-up, mais plus pourvoyeur d'humour et consommateur d'humour, ouais. Et pourquoi tu choisis l'enseignement ? C'est à quel moment que tu choisis cette trajectoire ? Qu'est-ce qui t'appelle là-dedans ? Alors, ce qui est marrant avec ma trajectoire, c'est que j'ai jamais rien choisi. On m'a toujours un peu poussé ou mis sur des rails. Et puis moi, j'ai dit, ouais, ok, je fais ça. Un peu pour tous mes choix de vie, que ce soit pour faire du foot ou de la musique, ou je fais beaucoup de musique, de batterie. Et prof, en fait, j'étais à l'Uni à Fribourg en français. Et puis, j'avais un job d'étudiant qui était, je devais surveiller des élèves qui étaient à l'internat à Gruyère le week-end. Et la prof de français de cette école a fait un burn-out. Et la directrice m'a dit, mais vous faites pas des études de français ? Puis j'avais genre 24 ans. J'étais, ah oui, mais je suis un peu petit. Ouais, mais on a besoin de quelqu'un pour donner du français au 4e du collège, donc qui avait 3-4 ans de moins que moi. Puis j'ai dit OK, et c'est comme ça que je suis devenu prof. Et donc avant d'avoir le papier, j'ai fait prof, ça s'est bien passé. Puis après, j'ai fait le papier pour devenir prof après mes études. Donc ça, on m'a poussé comme Thibaut m'a poussé au stand-up. Et histoire, donc français, histoire, ça venait ensemble ou Ouais. toi, tu avais un attrait pour ça ? Non, c'est moi qui ai choisi les deux. Je savais que je voulais faire histoire depuis le collège. Et puis le français, c'est grâce à des mauvais profs de français que j'ai eu au collège. Je dis, attends, c'est qu'on peut quand même faire mieux que ça, non ? Et puis parce que, en fait, la littérature, c'est rock'n'roll. C'est des gars qui, c'est hyper, ça peut être violent, ça peut être drôle, ça peut être hyper trash. Et donc, je trouvais que, voilà, on lisait Balzac sans vraiment y aller, alors qu'il y a des auteurs super. Et je me disais, je pense qu'il y a des trucs sympas en littérature. Et vraiment, j'ai découvert la littérature à l'Uni. À l'Uni, on nous poussait à lire, je sais pas combien de livres par mois. Et en fait, en lisant tous ces différents livres, toutes ces différentes époques, je me suis dit, mais en fait, la littérature, c'est trop bien, c'est l'arrangement des mots. Et je pense que ça m'aide beaucoup maintenant dans l'écriture et dans le rythme et tout ça. Donc, c'est venu un peu en le faisant. Ouais. Et j'imagine, par exemple, en 2018, donc un an avant que ça bascule, tu as quel âge environ ? 2018, j'ai 34 ans. 34 ans, est-ce que tu aspires à... tu te dis, tu te voyais dans 10 ans prof, enseignant. Est-ce que tu as des projets peut-être de te ranger dans une vie familiale ou non, mais
avoir un leasing, un appart, puis Mhm. voilà. Ouais, non, bon, moi j'ai jamais été trop leasing appart, etc. hein. J'ai toujours bien aimé être assez indépendant et puis faire des choses à ma manière. Mais 2018, non, je commençais justement à me dire que je pouvais faire une vie un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, de continuer à être prof, mais d'explorer des choses, des hobbies, des trucs nouveaux, monter des pièces de théâtre, des choses comme ça. J'avais fait figurant dans des opéras, j'avais fait des pubs déjà, des caméras cachées, des choses comme ça. Donc je voyais que je pouvais faire des trucs un peu rigolos, mais j'avais pas encore l'idée de ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'angoissait carrément, ce truc de toute la vie le même job, la retraite, la VS, la mort. Mhm. Pour moi, c'est un tunnel assez angoissant et donc j'ai voulu un peu péter les murs du tunnel pour y aller. Mais est-ce que tu as eu un déclic? Parce qu'on voit souvent certaines personnes, moi je compare ça souvent à une anesthésie. Mhm. Au bout d'un moment, tu entres dans une routine où voilà, on attend le week-end, puis après on attend les 4 semaines de vacances, puis on Mm. attend l'été, puis en fait on fait que d'attendre. Ouais, Mais on se rend pas compte qu'on est entré dans un circuit qui nous rend pas heureux, quoi. ouais. Mais moi, j'ai toujours essayé de combattre ça. Ça m'a toujours angoissé, ce truc de la routine, le même travail, le même job, les mêmes amis, les mêmes trucs. Et j'ai vraiment toujours essayé de péter ces trucs en voyageant, en changeant d'horaire, en changeant de boulot. J'ai beaucoup changé d'école, j'étais enseigné à Paris, à Gruyère, à Fribourg. J'ai fait un peu tous les âges. J'étais prof de théâtre aussi. Donc j'ai souvent changé de job en fait chaque jour. Chaque jour, pas du Ouais, tout. mais Chaque année. J'aime pas trop la routine et j'aime beaucoup explorer des nouvelles choses, me mettre un peu en danger. Donc moi c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Et dès que ça arrivait, ça me faisait un peu peur. Mhm. Et du coup, j'essayais de changer de voie de train. Qu'est-ce qui se passe en 2019? Est-ce que tu es déjà ami avec Thibaut? Comment la rencontre se fait? Et qu'est-ce que lui il voit en toi? Ouais, 2019, en fait, il y a mon ex-copine qui commence le cours Florent à Paris et dans sa classe, il y a Thibaut Agoston, que je connais pas évidemment. Et moi, je reste à Fribourg, elle est à Paris, on a une relation à distance. Et puis, elle me dit, il y a un humoriste genevois qui est trop sympa dans ma classe. J'étais, ah, super, un humoriste suisse, ça va être l'angoisse. Non, mais il voudrait bien te rencontrer. Je dis, ouais. Et puis on se rencontre à une soirée, on rigole beaucoup, on connecte très vite et il me dit, mais toi, tu devrais faire du stand-up, tu devrais faire des blagues, des sketchs, tu devrais faire un 5 minutes sur un plateau. Je ne savais pas ce que c'était tous ces trucs. Je dis, mais j'ai jamais fait ça. Il dit, mais tu t'en fous, vas-y, fais un 5 minutes. Donc moi, j'ai écrit un sketch de 20 minutes, je crois, et je lui ai lu, puis il m'a dit, ouais, c'est bien, mais c'est trop long, donc il faut couper. On a coupé ensemble, puis après, je suis arrivé avec mon 5 minutes. Et donc mon premier plateau d'humour, donc où il y a plusieurs humoristes dans une soirée, c'était à Paris, dans un petit bar. Et en fait, leur concept, c'était Thibaut et Hugo M. D'ailleurs, il y avait Alexandre Kominek à ce plateau, il y avait Hugues Lavigne, il y avait Antec, c'est que des humoristes qui sont devenus connus depuis. Et puis, le concept, c'était, il y a 4 humoristes et un mec qu'on a rencontré en soirée, qui est un peu bizarre. Alors voilà, il est là, alors on le fait passer en premier. Ils m'ont fait passer en premier, ces bâtards. Et ils me font passer en premier et ils me disent, mais on t'annonce comment? Je dis, mais je m'en fous, de toute façon je vais faire qu'une fois, puis je veux pas que mes élèves y retrouvent ça, donc mets capitaine Courgette ou le Lord Betterave, voilà, note ça. Ok, Lord Betterave, j'ai encore la vidéo, il m'annonce, et j'arrive, et j'ai un micro fixe comme ça, et je fais mon sketch sur les différences entre la Suisse et la France en 2019, sur Guillaume Tell, sur l'argent, sur tout ça. Et ça marche bien, mais il y avait peu de monde, il y avait 25 personnes, et puis après, moi je me suis dit, c'est bon, c'était rigolo, on se bourre la gueule, et puis on rentre à la maison, quoi. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, il m'a dit, mais moi, je viens faire mon spectacle à Fribourg chez toi, viens faire la première partie. Je dis, ok, bah on garde ce nom débile. Ouais, ouais, garde ce nom. Puis je suis là. Puis après, il m'a présenté à la radio. Il m'a dit, tu peux faire de la radio, tu peux faire des trucs. Puis c'est venu comme un hobby qui tout d'un coup a rempli mes journées comme ça, en disant, ah, je peux faire des sketchs, je peux faire des petits plateaux, des open mic. Et c'est devenu quelque chose qui m'a beaucoup motivé jusqu'à ce que ça déborde tellement que je fasse plus que ça, quoi. Donc c'est lui qui m'a poussé dans le bain. Mais est-ce que c'est un peu comme Spider-Man quand il se rend compte qu'il a des pouvoirs, qu'il peut s'accrocher aux Non, immeubles? non, parce que moi, je faisais beaucoup de théâtre encore à l'époque. Donc, chaque année, on faisait une pièce de théâtre. Donc, j'avais l'habitude d'être sur scène avec les projecteurs, de parler devant 200-300 Seul? personnes. Non, avec deux autres gens, Ah, justement. Mais c'est le même truc, tu vois. Tu dis une réplique, les gens se marrent. Et puis, sauf que j'avais des costumes, des perruques, des personnages. On était à 5, 6, 7. Et puis, on faisait des pièces de théâtre. Par contre, là, ce qui était nouveau, effectivement, c'est ton texte,
c'est toi, t'es tout seul, t'es à poil, et c'est ton propos, et si ça merde, c'est à cause de toi, et si ça réussit, c'est grâce à toi. Et donc, c'est ça qui changeait. Et du coup, j'étais un peu frustré avant, quand je faisais des spectacles, que ben, tu délivres un texte qui n'est pas forcément de toi, il y a des trucs que t'aimes pas, il y a des passages mais tu le fais parce que c'est la pièce, c'est le groupe. Et là, vraiment, c'était une espèce de liberté. Donc, le côté Spider-Man, c'est venu avec la liberté, où t'es là devant ton ordi, t'es dit, mais en fait, je peux dire ce que je veux, comme je veux, j'en ai rien à foutre. En plus, c'est pas mon job, donc pouf. Et donc ça, il y a un côté Spider-Man. Par contre, le fait de faire rire des gens dans la scène, ça, malheureusement, ça a pas fait de comme ça, là. Mais quand tu dis, je me demande comment tu te sens 5 minutes avant de monter sur scène, déjà. Et aussi, quand tu dis, voilà, je veux pas que mes élèves voient ça. Oui. Je me demande aussi comment tu vas prendre la liberté de faire des blagues, sachant que tu as ce travail, Ouais. ou comme un peu les médecins ou peut-être les avocats, tu as une certaine éthique Ouais. public. Oui, bah en fait, c'est plus moi qui m'imposais certaines blagues ou certains propos ou certains dérapages que je pouvais pas faire, ou l'image que tu renvoies, tu vois. Et maintenant, ce qui est bien depuis que je fais plus que ça, c'est que vraiment, je suis un bouffon, quoi. Donc, c'est moins grave si je fais des conneries, c'est parce qu'un humoriste, il y a ce côté-là, je représente plus l'autorité, je suis plus un modèle, enfin, je n'étais pas un modèle, hein, de toute façon. Mais tu vois ce que je veux dire, tu n'as plus le besoin de transmettre un message à des jeunes. Là, je transmets les messages à des adultes, donc ils en font ce qu'ils veulent, et c'est pas mon problème. Donc c'était pas un frein, mais c'était juste un peu des limites en plus que j'ai pu après casser facilement. Et 5 minutes avant de monter sur cette première scène, comment tu te sens? Ouais, tu vomis, tu te chies dessus. Mais ça, c'est toujours. Hein. C'est, même maintenant, je joue 3-4 fois par semaine le soir. Des fois, il n'y a pas le trac, il n'y a pas de stress avant, mais au moment où tu sais que tu vas y aller, qu'il y a les gens, tu sens, même si c'est des choses dont tu as l'habitude, il y a forcément cette montée d'adrénaline, mais je crois qu'elle est assez naturelle. Je sais pas, j'avais lu un truc comme quoi c'était pas du tout... En fait, Homo sapiens, quand il voit plein de gens qu'il connaît pas, qui le regardent, ça lui a fait des alertes. Fais gaffe, c'est une tribu étrangère, ils vont te tuer ou te bouffer, faut te barrer. Et c'est ça le trac, en fait. C'est le truc, c'est la confrontation entre je vais faire un spectacle pour les gens et ton instinct animal qui dit mais casse-toi, c'est des gens que tu connais pas, ça va mal se passer. Et donc ça, je l'ai toujours. Et, étonnamment, avant ce premier plateau, j'avais moins que maintenant parce que j'avais pas d'enjeu. En fait, il y avait 20 personnes, et il y avait Thibaut, il y avait ma copine de l'époque, il y avait Alexandre Kobinek que je connaissais pas. Et j'avais pas je m'en foutais, tu vois, c'était comme tu fais une fois du parapente, c'est pas grave, tu fais, et puis tu fais mal, et puis après. Donc non, j'avais pas trop le trac. Et tu te souviens, c'est peut-être trop loin, mais la première personne ou les premières personnes qui rient, enfin, t'es sur ce plateau-là, c'est la première fois, puis tout à coup, tu fais une blague, peut-être la première, et les gens rigolent. Ça t'a procuré quelque chose de spécial? Ça rassure, mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu montes, enfin maintenant ça va parce que tu as un peu confiance dans le texte et tout ça, mais quand tu montes sur scène, il y a quand même un moment de gêne et il faut casser la glace. C'est des gens que tu connais pas, c'est des gens qui te connaissent pas en général ou mal. Et donc le rire, c'est le premier rire, les deux premiers rires, c'est le moment où tu connectes avec les gens. Donc oui, ça soulage et puis ça te rassure et ça te conforte dans l'idée que tu es légitime d'être là. Mais encore aujourd'hui, des fois, ce premier rire, il n'arrive pas. Il y a des fois des bides où tu fais 5 minutes, 7 minutes, où ils rient peu ou mal ou pas beaucoup, où ils n'écoutent pas. Et maintenant, je suis assez solide pour me dire, c'est pas grave, mais au début, tu le prends contre toi. Donc tu dis, c'est moi qui suis pas drôle, c'est moi qui suis nul, c'est moi qui suis pas à ma place. Alors que maintenant, c'est la blague, je l'ai mal dite. Et voilà, tu te dis, des footballeurs, ils ratent une passe. Ça veut pas dire qu'il faut qu'ils arrêtent le foot. Moi, j'ai raté des blagues, c'est pas grave, ça a pas connecté. Ben, j'essayais de récupérer, puis on verra. Mais oui, ça rassure, ça rassure. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu vis déjà à Paris ? Non, 2019, je vis pas à Paris. Je vais à Paris en 2020, en septembre. Donc une année après, pour rejoindre ma copine de l'époque qui insistait pour que je vienne habiter à Paris. Puis je fais une vie bizarre j'enseigne à moitié à Fribourg et à moitié à Paris. Ça veut dire que le lundi, mardi, mercredi, j'enseignais à Paris. Je prenais le TGV le mercredi à midi, j'enseignais jeudi, vendredi à Fribourg et le vendredi soir, je retournais à Paris. Donc je faisais 5 jours à Paris et 2 jours
Donc mes élèves de Fribourg ils me demandaient, vous habitez où? Puis je dis, bah, j'habite à Paris. Puis ils étaient, quoi? Et en fait, quand je suis arrivé à Paris, mon ex, elle m'a quitté. Donc, elle m'a poussé, viens sur les types. Ah, ok, je viens, mais je garde quand même un truc en Suisse. Oui, si tu veux. J'arrive, elle me plante, donc je suis là. Ok, donc j'ai dû trouver un studio où j'étais tout seul à Paris et je faisais l'aller-retour. Et là, c'était un moment super parce que justement, je commençais à faire du stand-up. Là, je me disais, je suis tout seul, je suis à Paris. On s'en fout, donc je faisais plein de scènes à Paris, quelques-unes à Fribourg. Et donc c'est là que j'ai commencé à vivre à Paris. Mais après, il y a eu les Gilets jaunes, la grève SNCF et le Covid. Ouais. Et donc je suis rentré à Fribourg en mars, quand il y a eu le Covid, mars 2020, là, ça, il y a tout qu'à fermer, je crois. Ça devait être ça. Donc je suis resté de septembre à mars. Ah, donc attention, tu étais en septembre 2019 à Paris. Covid-19, c'est ça. Et j'ai commencé en juin 19, non. Juin 19, Ah tu ouais, as alors créé c'est ton ça. compte. Alors, je suis Mai arrivé- 19, tu étais à Paris Ouais, c'est pour ça. ta scène. Donc c'est ça. Et donc après mai 19, donc en septembre 19, je suis arrivé. Et Ouais. puis en mars 2020, Ouais. Covid arrive, Je suis revenu Gilets jaunes, tout ça. à Fribourg. Mais du coup, ma question, c'est, tu as cette première scène en mai 2019. Oui. Donc, j'imagine le lundi d'après ou la semaine d'après, tu reviens sur les bancs d'école pour Là, enseigner. j'habitais à Fribourg encore. Ouais, voilà, tu enseignes. Ouais. T'as quoi dans la tête? Rien. Rien? Non, c'est comme si demain on va faire un badminton. Ah, ok. Pour moi, Ouais. c'était pas ni un travail, ni un but, ni une carrière. C'est juste une connerie que j'ai fait un soir, comme on fait. Et pour moi, c'était un one shot. Ouais. Après, c'était fini. Ouais. Ouais. Et donc, Thibaut t'encourage à faire une première partie, etc. Et en mars 2020, donc toi, tu pars à Paris entre-temps, Oui. mais sans une idée derrière la tête? Si, quand parce même que là, bon, j'étais mal déjà, parce que Ah. tu arrives à Paris, tu te fais larguer, donc tu es là. Déjà, je devais enseigner dans une école privée à Paris le programme français, j'avais aucune idée. Pendant ce temps, je faisais de l'histoire à Fribourg, donc déjà, ça me prenait la tête. C'était ce truc de, attends, c'est le bordel, il faut que je trouve un appart, faut que... Mais oui, il y avait l'idée de faire des plateaux, alors quelques-uns à Paris, mais quand t'es pas connu ou que t'as jamais fait, c'est hyper dur en fait. T'envoies des mails, ils répondent pas, donc je connaissais pas. Par contre, je pense que je faisais quelques scènes en Suisse quand je rentrais. Et puis après, de toute façon, il y a eu le Covid. Donc en fait, c'est très peu de temps tout ça d'adaptation. J'ai dû faire, je sais pas, 10-15 scènes. Et après, il y a tout qu'à fermer. Et quand tout a fermé, je me suis dit, parfait, là j'ai expérimenté la scène, je trouve ça cool, je vais en faire quelque chose de bien. Donc je vais écrire, je vais utiliser ce temps, on ne savait pas combien de temps ça a duré, c'est 2 semaines de Covid. Et non, c'était 2 ans. Mais pour écrire, parce que j'ai le temps, parce que je suis confiné. Et donc c'est là que j'ai commencé à écrire des sketchs et à faire des vidéos face cam avec les votations. Et donc après, quand ça a réouvert, j'étais prêt parce que j'avais déjà l'expérience à Paris, en Suisse, et j'avais déjà les textes. Donc pour moi, le timing en fait, du Covid était parfait. Mais ça aurait pu aussi te faire flipper à mort, te dire, mais j'ai un job safe d'enseignant, Ouais. le Covid nous a appris que rien n'est permanent et notre salaire est jamais garanti. Alors peut-être toi, il l'était, mais voilà. Mais te dire, si j'avais été sur la scène à ce moment-là, Ouais. sans job autre, je serais peut-être à la rue. Mais c'est ce qui peut arriver demain. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, il n'y a jamais rien qui est acquis, et surtout dans ces métiers où moi, j'ai pas vraiment d'employeur, j'ai des contrats, des factures, des trucs. J'ai pas une production qui me chapeaute. Donc, si demain plus personne m'appelle pour faire des trucs, j'ai plus d'argent, j'ai pas de chômage, j'ai pas. Mais moi, j'ai toujours un peu été comme ça. Le truc de la sécurité de l'État, c'était cool, mais je savais même ça que tu sais pas, tu peux déménager, tu peux péter la jambe, tu peux devenir... je sais pas, il peut t'arriver tu peux mourir, tu vois. Donc moi, j'ai pas trop l'anxiété de... ça va arriver, ça va s'arrêter, parce que je pense que ça peut vraiment arriver tout le temps. Et donc, je trouve ça va, on est en Suisse, je veux dire... je vais m'en sortir, tu vois. Je vais trouver un truc à faire, je refais des petits boulots, des trucs, ou j'en sais rien. Mais peut-être c'est une illusion, mais c'est pas une peur en tout cas que j'ai. Et ta famille, ils en pensent quoi de tout ça? À l'époque surtout. Ouais, en fait, comme c'était très progressif, c'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai fait prof et à côté, donc le matin, je me levais pour faire une chronique à la radio, j'allais enseigner la journée, puis après, je faisais une chronique ou une scène le soir.
Donc pour eux, c'était pas dangereux parce que j'avais mon travail à côté. Et au moment où j'ai quitté mon travail, c'est parce que je faisais ces deux trucs en parallèle et que j'étais trop fatigué, donc j'ai dû choisir. Puis là, enfin, objectivement, au niveau du salaire, au niveau de ce qui se passait, mes parents et mes sœurs voyaient que, bah non, non, t'es fort, c'est bien, ça va marcher. Et puis au pire, quand t'es prof, tu peux redevenir prof. Donc j'ai dit, bah, je teste 1 année, 2 ans, 5 ans de sortir de prof, de faire que ça. Puis après, quand tu fais que ça, c'est aussi plus facile parce que tu as plus de temps pour écrire. Tu peux partir tout à coup 3 jours à Toulouse ou ce que je ne pouvais pas faire. 1 semaine en Belgique. Donc ça aide. Et puis, donc non, mais ma famille a toujours été très, très confiante. Et puis elle m'a toujours laissé faire ça. Moi, je suis aussi le troisième. Hein. J'ai deux grandes sœurs qui ont dû faire juste. Puis moi, j'étais le petit. Donc je pense que mes parents, ils ont dit, bon, troisième. Oh, allez, c'est bon. Il y a moins l'anxiété de l'aîné, quoi. Au moment où tu quittes ton job, je crois que c'est en 2023, Ouais. est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou c'est juste que tu vois que ça roule, ça commence à rouler, que tu as même trop et que tu dois libérer du temps? Ouais, c'est ça, c'est la fatigue. J'avais trop des deux côtés et si je voulais passer un cap, il fallait que je lâche prof. Déjà, j'avais fait de moins en moins, j'étais à 80% ou 70, après je sais plus. Et quand t'es prof, t'as quand même pas mal de temps du coup. Et non, après c'était parce que je pouvais plus. J'étais vraiment fatigué à Noël ou en fin d'année scolaire, c'était très compliqué de faire les deux. Donc c'était ça le déclencheur, c'était maintenant il faut choisir. Et quitte à choisir, autant que ce soit fun, quoi. Donc choisissons le rock'n'roll et puis on verra bien. Il y a des personnes qui t'ont dit fais gaffe, c'est difficile. Je crois pas tellement. Je crois que, mais parce que justement, j'avais déjà un peu des boulots à la radio, sur la scène, des revenus. Donc peut-être il y a des gens qui m'ont dit, mais de toute façon, je pense que je les ai pas écoutés du coup. Mais en tout cas, pas ma famille. Ça, je me souviens qu'ils étaient tout à fait ok, conciliants, que ouais, c'est une bonne idée. Donc ils ont été super pour ça. Est-ce que tu trouves direct ton créneau dans le personnage de Lord Betrave? Non, c'est difficile parce que il y a des étapes entre ce que toi tu trouves drôle et dans lequel tu es bon. Déjà, c'est pas toujours la même chose. Tu vois, tu peux adorer le métal, mais tu es meilleur en jazz. Et ça veut pas dire que t'aimes pas le jazz ou comme ça, mais c'est juste que tout d'un coup, tu as des skills qui sont différents. Donc déjà, pour trouver ça, là où tu es bon, ce que tu as envie de dire, comment tu veux le dire, arriver à pas faire un personnage avec au début, je prenais une voix un peu, tu vois. Ah ouais? Eh, dis donc! Non, pas comme ça, mais tu vois, c'est à ce truc Ouais. de je suis sur scène parce que comme j'ai joué pendant 20 ans des personnages, donc il fallait un personnage. Je sais plus comment je parlais, mais je sais qu'au début, et donc, Macron, enfin, pas comme ça, mais et au fil du temps, tu te rends compte que plus t'es toi-même et plus t'es naturel sur scène, plus c'est vrai, plus les gens captent et plus c'est fort et plus c'est drôle. Mais pour avoir cette détente et cette confiance dans montrer toi-même, tu peux presque pas l'avoir au début, c'est très compliqué. Donc tu dois savoir qu'est-ce que tu veux dire, comment tu veux le dire, là où t'es bon, être naturel et puis être à l'aise. Et puis après, c'est comme un sport. C'est-à-dire, plus tu écris, plus tu comprends ce qui fonctionne et plus tu comprends comment les blagues elles fonctionnent. Au début, tu écris plein de blagues. Toi, tu es là, je suis un génie, c'est super, ma blague sur les cactus. Tu vas la faire, les gens ils sont là, on n'a pas compris. Puis en fait, plus tu fais, plus tu sais comment écrire ces choses. Donc ça, c'est un long apprentissage qui prend, je sais pas, les gens ils disent 1000 scènes, mais je sais pas, ça prend 1000 heures, ouais, 2 ans, je sais pas. Est-ce que tu reçois des retours directs ou des personnes qui essayent peut-être de te façonner, enfin qui te, tu sais, on dit tu devrais peut-être t'orienter vers ici ou ici, ou toi tu Oui. t'es juste basé sur ton ressenti et les rires du public? Alors oui, il y a toujours des gens encore aujourd'hui qui disent ah, tu devrais être plus méchant, tu devrais être moins méchant, tu devrais attaquer eux, tu devrais moins attaquer eux, tu devrais faire plus de l'absurde, plus du trash, plus du politique, moins de politique. Mais encore, tu regardes mes vidéos sous les commentaires, il y a arrête de faire ça, fais plutôt ça, fais nourrir sur le hockey, fais des trucs politiques, fais des initiatives, refais ça. Les gens, ils te poussent à faire un truc que eux ils aiment bien, mais tu peux pas les écouter parce que quand tu commences à faire pour les gens, eh ben, c'est plus toi, et donc du coup, il y a tout qui se casse, c'est plus intéressant. Ce qui est intéressant en art, c'est, moi je propose ce truc, moi j'ai envie de faire ça comme ça, et c'est pas mon problème comment vous le recevez, il faut que ça marche pour que tu puisses en vivre, mais en vrai, c'est, voilà mon truc, vous aimez, vous aimez pas, c'est pas mon problème, moi je continue, et je continue à changer. Après, tu écoutes quand même les remarques, tu écoutes les conseils des autres humoristes. En fait,
c'est mieux d'écouter les autres humoristes parce qu'eux, ils savent ce que c'est d'aller sur scène, de bider, de rater. Et c'est plus intéressant. Mais après, les gens, effectivement, c'est les rires. En fait, le vrai retour des gens, c'est les rires. Bah, si tu fais une blague qui marche pas, bah, je vais arrêter de la faire. Je vais la changer 2, 3 fois. Je vais la faire autrement, en criant, avec du silence, en étant timide, en étant fâché. Puis si ça marche jamais, bah, c'est que la blague est nulle et c'est pas grave. Mais là aussi, tu fais le deuil beaucoup plus facilement. Au début, quand tu écris une blague, et qui marche, c'est là, ah, je dois absolument toujours faire cette blague et je dois regarder. Puis après, plus tu écris, plus il n'y a aucun problème à jeter, à couper, à changer, à refaire, voilà. À quel point tu t'identifies comme Lord Betrave, c'est toi? Euh, il est bizarre ce nom, hein. Il est vraiment bizarre. Il veut rien dire. Il y a pas, il y a pas. Les gens ils me demandent mais c'est quoi? Et moi j'en sais rien. Il n'y a pas de raison. Ce qui est bien, c'est que c'est pas mon nom. Donc, effectivement, je peux toujours dire qu'il y a l'humoriste qui dit des trucs et moi qui pense d'autres choses. Mais finalement, en stand-up, ça se rejoint tellement que pour moi, c'est moi, ouais. Il n'y a pas vraiment de personnage. Et c'est simplement. Ce qui est bien, c'est que tu peux un peu déformer la réalité ou tu peux te contredire. En fait, quand tu es Lord Betrave, tu peux dire j'adore le poulet. Mhm. Et 2 secondes après, tu peux dire je déteste le poulet. Et on s'en fout parce que t'as pas à être cohérent, c'est même marrant de faire ça. Tandis que moi, Julien Rossier, ben si je vais pas dire ça, tu vois. Donc c'est peut-être juste ça la différence, ouais. Et maintenant, c'est devenu ton travail à temps plein. Ouais. Est-ce que tu remarques une différence dans ton approche, mais aussi dans l'énergie que ça te prend? Est-ce que des fois, tu fais peut-être des plateaux, tu as fait la première partie de Gad Elmaleh, Ouais. et peut-être une fois, tu peux peut-être faire un mariage, je ne sais pas si tu fais ça. Ouais, ouais. Comment tu abordes ces différentes choses? Alors déjà, la différence principale qui m'aide, c'est le sommeil. Parce que à part quand j'ai des matinales ou que je dois aller tôt à la radio, je peux dormir le matin. Et en fait, moi, quand je peux dormir, je suis beaucoup plus créatif, je suis beaucoup plus motivé, j'ai beaucoup plus d'énergie. Alors que quand tu es prof et que tu dois te lever à 6h, 7h, là, je dois encore me lever à 6h, 7h, mais pas tous les jours. Et donc, Mhm. ça m'aide beaucoup. Et la question, c'était... Ah oui. En fait, ça, c'est le même travail. Ça veut dire que si tu dois faire la première partie de Gad Elmaleh ou une chronique à la radio ou une vidéo TikTok ou le mariage de Bernard, en fait, c'est ton même talent et ta même expertise, simplement mis au service de quelqu'un d'autre. C'est comme un menuisier qui fait une table pour quelqu'un ou une porte pour une banque. Il a les mêmes skills, mais simplement il dit OK, pour ça, il faut ça, cette forme-là, cet humour-là, ce rythme-là, cette manière de parler. Et donc, moi, j'estime que c'est mon travail. Donc, j'estime que faire la première partie de Gad Elmaleh ou faire le mariage de Patrick, je dois être professionnel, la même chose. Je ne vais pas être stressé, la même chose, mais moi, comme j'ai eu longtemps un travail, contrairement peut-être à d'autres humoristes, ben, je sais que je dois bosser tous les jours et que je dois bosser beaucoup et que je ne peux pas commencer à me plaindre et à dire « Oh, je ne vais pas faire ». Non, moi, si on m'appelle et on me dit « Tu veux faire ça », si les conditions sont correctes, j'y vais parce que c'est mon travail et que j'ai rien d'autre à faire de plus important. Oui, il y a des trucs plus importants, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Et donc, non, je les aborde différemment sur la forme, mais de la même manière sur l'énergie à déployer. Tu as développé une grande conscience professionnelle, en fait, grâce à ton travail d'avant. Des fois, c'est de l'arnaque quand même, des fois. Des fois, quand je suis fatigué, que j'ai pas envie, je suis pas du tout professionnel. Je joue à moitié, je suis fatigué, c'est nul, et voilà. Mais sinon, mais par contre, je culpabilise. C'est ça. Donc oui, mais après, dans tous les métiers, tu peux plus ou moins bien faire ton travail. Tu vois, on a tous des collègues qui font mieux ou moins bien que nous. Prof, c'est terrible parce que tes collègues ne te voient pas travailler, donc tu es face à des élèves, donc tu peux faire le minimum ou tu peux donner toute ton âme pour qu'ils réussissent. Mais moi, je crois que j'ai une conscience professionnelle parce que je crois que je me dis, mais quelle chance tu as de faire ce travail, tu peux pas le faire à moitié. Ça sert à rien de gueuler, de glander, faut y aller à fond et c'est que comme ça que tu peux te démarquer et puis faire des trucs bien, je crois. Aujourd'hui, il me semble que tu coaches aussi des jeunes talents. Ouais, oui, oui. J'ai l'impression, les gens que je connais qui se lancent dans l'humour, des fois, ils ont 18, 20 Ouais. ans. Est-ce que c'est atypique? Est-ce que tu connais d'autres humoristes qui se sont lancés
un peu plus tard sur la scène? Oui, il y en a un peu chaque année, il y en a des trentenaires, des quarantenaires qui se lancent. Et puis moi, je suis très impressionné par les plus jeunes, notamment Thibaut, il a commencé à 16 ans, je crois, un truc comme ça. Mais moi, si j'avais fait ça à 16 ans, 18 ans, 22 ans, j'aurais été tellement mauvais parce que j'avais pas confiance en moi, je savais pas quoi dire, j'avais aucune idée. Et moi, je suis ultra impressionné par ceux qui commencent à faire ça très jeune. Mais moi, je suis content d'avoir fait ça plus tard. D'avoir l'expérience du théâtre, de la vie, des jobs, des trucs. Parce que moi, je sais que j'aurais pas pu être bon comme ils sont, eux, à leur âge. Ça, c'est sûr. Au niveau du niveau de vie, Oui, quand tu quittes ton travail de professeur et que tu te lances à 100% dans l'humour, est-ce que tu as quand même ce truc de payer son loyer dans l'équation? bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. C'est un calcul que je fais. C'est pour ça que c'est pas très courageux ce que j'ai fait, parce que c'est pas un saut dans le vide. J'ai vraiment regardé mes fiches de salaire depuis 2 ans, puis j'ai dit, bon, prof, ça rapporte ça, humoriste depuis 2 ans, ça rapporte ça, ça va, je vais m'en sortir. J'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, je peux manger du riz, c'est pas grave. Alors, en plus, pendant que je faisais les deux, j'ai pu cumuler un peu d'argent que j'ai mis de côté, donc j'avais un matelas, et, euh, et non, ça va, le niveau de vie. Bah, en fait, le truc, c'est que tous les mois, ça change. Et puis l'été, il y a très peu de rentrées d'argent parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et puis il y a des mois où il y a beaucoup de rentrées d'argent. Et puis il faut un peu gérer ça. Et puis après, bon, voilà, tu payes tes charges, tu payes tous ces trucs. Je n'ai jamais compris la LPP, je sais pas si c'est machin. Moi, je sais, je reçois les factures, je paye, voilà. Mais ça va, non, non, je m'en sors très bien. Mais aussi parce que j'ai la chance d'avoir plein d'employeurs différents. Je suis dans 4 ou 5 radios, je fais des privés, je fais des spectacles, je fais du coaching, je fais des plateaux, des pubs, des trucs comme ça. Donc tous ces petits salaires réunis, ça fait un truc confortable. Ouais. Est-ce que toi, tu encourageais tes élèves à l'époque à envisager une carrière entrepreneuriale? Moi, c'est un peu bizarre parce que j'ai été prof d'abord à Gruyère où c'était un internat pour des élèves qui soit s'étaient fait virer du public, soit venaient de l'étranger. Donc souvent, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, ceux qui venaient de l'étranger, parce qu'ils voulaient faire comme papa, qui avait de l'argent, en Chine, en Russie, au Mexique, c'était drôle. Et puis les autres, ils étaient tellement paumés qu'il fallait déjà qu'ils réussissent l'examen de maths de demain. Donc il y avait ça. Puis après, dans les autres écoles, moi j'étais prof d'histoire, et en fait, moi j'aimais bien parler de choses philosophiques ou des réflexions sur la vie, mais j'étais pas trop légitime à connaître assez l'élève pour lui dire vas-y fais ça. Il y a des profs de classe, moi je les voyais 2 heures par semaine, il y en a qui voyaient 5-6 heures par semaine des profs de classe, donc j'étais pas très intime avec les élèves à ce propos-là, mais par contre s'ils me demandaient conseil, c'est dur, je trouve, c'est dur de conseiller quelqu'un d'autre, de lui dire oui vas-y sois golfeur professionnel, parce que je connais pas leur niveau, leur motivation, et moi j'aime pas trop conseiller les gens là-dessus, parce que je trouve que tu peux autant réussir que rater, ça dépend de tellement de trucs. Conseiller ou décourager. Moi, ou je me souviens décourager, que ouais. l'orienteur qu'on avait au CO, il nous disait, toi, tu pourras jamais faire ça. Ouais, Toi, mais déjà en plus c'est son travail à lui. C'est-à-dire que lui, il est payé pour t'orienter, au lieu de t'orienter nord-sud, il te fout la tête. Enfin, bref. Mais oui, alors lui, il doit faire ça. Mais je connais pas leur métier, je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que décourager les gens, ce que tu peux faire plutôt que décourager, c'est prévenir. C'est-à-dire, vas-y. Mais ça. Si tu veux faire footballeur, tu peux plus sortir, tu peux plus bouffer ce que tu veux, machin. Donc ça, oui, mais décourager. Mais de toute façon, si tu veux vraiment faire un truc et que tu es persuadé, il y a peu de gens qui peuvent vraiment te décourager de le faire, quoi. J'ai l'impression. est-ce que toi, tu t'es lancé, ça marche bien, tu te dis que maintenant tout est possible, tu envisages même, tu te dis, ah mais peut-être qu'à 50 ans, je serai rocker à Manchester. Un autre truc encore. Ça t'a ouvert des horizons? Moi, j'ai un problème, j'ai 2 problèmes. C'est que je me projette pas tellement dans un mois, dans une année, dans 5 ans. J'ai l'impression qu'il y a déjà tellement de trucs à faire cette semaine et tellement de trucs à vivre et tout ça que ça me sert à rien de me projeter trop loin. En plus, moi, ma vie, c'est tellement le bordel. J'ai changé plein de fois de trucs que vraiment, dans 5 ans, c'est possible que je sois à Manchester en train de faire un groupe de rock. Vraiment, c'est vraiment possible. Parce que, comme on a dit, si tu m'avais demandé il y a 8 ans, aucune chance que je fasse ça.
Donc ça, c'est mon premier problème. Et le deuxième problème, c'est que j'ai pas d'ambition précise. C'est-à-dire que si on me dit, c'est quoi ton rêve, tu veux jouer où, avec qui, devant quoi, moi, j'ai pas tellement de... Je suis pas fan de lieux. Je dis, je veux jouer dans ce théâtre-là. Je suis pas fan de moments, de trucs. Le 31 décembre, j'ai pas un truc de je vais être là, je vais jouer devant tant de gens. Ça change rien en vrai. Si tu joues à l'Olympia, j'ai joué à l'Olympia, c'était fou. Mais en vrai, tu joues et après tu ressors de scène, tu vas boire un café et le lendemain tu prends le train. Enfin, ça va pas changer ta vie. Il y a des rendez-vous à pas rater, mais après quand tu les réussis, bah, c'est pas des gaps incroyables. Et puis pour faire l'Olympia, ça n'a pas été j'ai fait des petits open mic à Belfaux et tout d'un coup on m'a appelé. C'est tu fais des scènes, des festivals, des trucs, tu rencontres machin. Donc en fait, le gap pour aller à l'Olympia, il n'est pas énorme parce que tu as déjà fait Montreux, tu as déjà fait j'avais fait la Cigale à Paris avant, qui est un peu la gare avant l'Olympia. Donc c'est des... ouais, je suppose que c'était la question. Mais je crois que j'ai répondu. Oui, mais dans le sens, ben là, ça part un peu peut-être en philosophie, Vas-y. mais en fait, tu traverses la vie, tu Ouais. n'anticipes pas, parce qu'il y a des gens qui tueraient ou qui vendraient leur mère pour faire la première partie de Gad Oui, Elmaleh, par bien exemple, tu sûr. vois, qui ferait toujours quelque chose dans le but de... Oui, Et toi, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis, que tu as un recul et que tu vis la vie, tu fais l'Olympia, tu profites, ouais. ensuite tu vas prendre le TGV. Ouais. C'est un peu ton approche dans... Bah déjà, j'étais ultra content de faire l'Olympia et la première partie de Gald, c'était vraiment des accomplissements. D'ailleurs, je vois maintenant quand je marche à Fribourg, avant ça, c'était mais tu fais pas des blagues, toi, ou je sais pas quoi, machin. Et maintenant, c'est ah ouais, tu fais vraiment des blagues en fait. Donc les gens qui viennent me parler, il y a eu un step pour eux en fait. Mais pour moi, ben oui, non, mais c'était super. Mais effectivement, de toute façon, quand tu prévois des trucs, ça arrive jamais. Je veux dire, que ce soit les problèmes ou les réussites, si tu anticipes le problème avant de le vivre, tu le vis 2 fois. Et puis de toute façon, ça va pas marcher. Tu te projettes un truc, tu pourras pas y aller. Il y a quelqu'un d'autre qui va aller à ta place, tu vas rencontrer autre chose. Enfin, c'est tellement le bordel la vie que tu peux pas. Tu peux avoir un agenda en disant le 28 mars 2027, je serai là-bas, mais prévoir des steps comme ça, moi, ça me semble hyper présomptueux. Et parce que je peux mourir demain, parce que je peux devenir nul, je peux devenir ringard, je peux avoir un truc dans le cerveau qui fait que j'arrive plus à parler, je peux avoir plus envie de le faire. Non, je crois que vraiment, c'est le pire truc, parce que si tu prévois des trucs et que tu y arrives, déjà, c'est vachement incroyable si tu arrives à faire ça. Puis après quoi? Après, quand tu as fait ça, eh ben, les 10 minutes, tu profites 10 minutes, puis après, il y a d'autres trucs qui arrivent. Donc, avoir des objectifs précis, moi j'arrive pas. Ok. Ouais. Autour de toi, dans l'humour, tu as beaucoup de personnes qui sont comme ça, ou il y en a qui sont vraiment cette année je fais ça, l'année prochaine ça, puis ensuite j'approche il ou elle pour... Alors, ça, en fait, je le fais, mais c'est pas moi qui le fais. C'est Omaira, ma chargée de prod, qui me dit fais gaffe, cette scène, faut pas la faire maintenant, faut la faire dans 6 mois. Ce festival, on va le faire maintenant pour pouvoir ouvrir cette porte. Faut que tu joues. Là, je vais faire Avignon cet été. Et elle a convoqué des gens précis à des moments précis pour savoir. Puis elle gère ça. Donc, en fait, je le fais sans que ce soit moi. Donc, ça, c'est super. Oui. Et les autres autour de moi, en fait. Oui, mais en Suisse, c'est tellement petit et c'est tellement compliqué de vivre de ça que tu es obligé de prendre un peu ce qui arrive. Et si tu commences à dire, OK, je veux aller dans cette radio, je veux faire cette scène, ça va arriver à un autre moment que tu prévois, plus vite, plus tard ou comme ça. Donc oui, j'ai l'impression que les gens, ils se mettent des objectifs, mais pas datés et chiffrés. Ils disent pas, là, à ce moment-là, je vais faire ça. Ils disent, ce serait bien que dans l'année, je fasse Montreux, ou je sois à Couleur 3, ou je sois à Radio, à France Inter, j'en sais rien. Mais par contre, il y en a qui font vraiment le gap, c'est ceux qui partent à Paris. Donc, par exemple, Cominec, des gars comme ça, ils lâchent tout et ils disent je vais galérer 5 ans à Paris pour que ça marche. Et ça m'impressionne parce que moi, comme j'ai pas trop d'ambition et pas trop de plan de carrière, je pourrais pas faire ce truc de... Moi, je peux partir à Paris et faire ça, mais pas dans l'optique d'avoir un objectif à terme. C'est juste une nouvelle aventure, une nouvelle expérience qui va peut-être merder ou pas, quoi. Tu te tortures pas avec l'idée de te dire si maintenant je prenais un TGV à Paris, je pourrais même viser le cinéma, Cannes. Oui, mais enfin, moi j'ai de la chance que les choses arrivent tellement vite et tout en même temps que j'ai déjà bien assez de trucs à faire parce que
oui, si demain on me propose un film, je regarderai tout ça, mais pour l'instant, c'est toujours arrivé plus tôt, avant que je m'ennuie, ou avant que je me Oui. dise, bon, là, je plafonne. Ça a toujours fait, ah, il y a ça, il y a eux, mais il y a machin, tu peux aller là, tu peux faire ça. Donc, je me pose pas cette question parce que j'ai pas le temps, en fait, de me poser ces questions. Et je sais même pas ce que je veux faire. Mhm. C'est-à-dire que si tu me dis, tu peux choisir demain, tu veux être une star du cinéma, une star du stand-up, une star du foot, une star du porno, je sais, je sais pas. Je sais que j'aime bien écrire des blagues, je sais que j'aime bien voyager, mais que je le fasse dans le cinéma, dans le théâtre, ouais, c'est... Je trouve ça hyper rassurant parce que je pense surtout à la jeune génération et je sais pas si tu le vois dans les personnes que tu coaches, mais il y a quand même cette pression aussi qui vient avec les réseaux sociaux Ouais, où c'est une course au succès, une course à la réussite. ouais, euh, et là, avec ton discours, ben, c'est comme si on fait un tout petit saut dans l'avenir. Je dis pas que tu as 80 ans, pas du tout, hein, mais oui, oui. c'est un saut dans l'avenir où on se dit, tranquille, les choses, elles viennent. Bah, en fait, il faut travailler. Le temps que tu perds à être frustré, à imaginer, à faire des plans, non, travaille. Écris des blagues, va les faire à Lausanne sur un open mic, refais ça. Tu t'écoutes, tu changes la blague, tu vas refaire. Et fais déjà ça bien, tu vois. Et donc le stress de dire, putain, dans 2 ans, il faut que je sois influenceur, il faut que j'ai tant de... Bah, ça viendra si tu travailles. Donc, mets toute ton énergie et ton attention sur le travail d'aujourd'hui et de cette semaine. Et si tu es talentueux et que tu travailles, je pense que tu peux réussir. Si tu es fait pour ça, après, si tu n'aimes pas faire des blagues, non, mais pour n'importe quel truc. Donc, euh, en fait, la meilleure manière de se rassurer, je pense, face à ça, c'est de mettre l'énergie dans le présent et pas trop penser les conséquences qui vont arriver parce que ça va arriver. Si tu fais ça bien, les gens ils vont te contacter, ils vont venir te chercher, ils vont te proposer des trucs, mais faut y aller maintenant, quoi. J'aimerais revenir un peu sur ton style d'humour. Donc, tu Mhm. as commencé à faire des vidéos face caméra sur les votations. Ouais. Je trouve que c'est quand même assez... C'est une pente glissante, Ouais. la politique, etc. Est-ce que tu as réfléchi avant de commencer par là, enfin d'en parler surtout? Est-ce que tu t'es pris des vagues de haine? Raconte-moi un peu. Hmm. Bon, déjà, comme tu as pu le remarquer, il n'y a pas grand-chose de réfléchi ou de prévu dans ce que je fais. C'était le Covid, j'étais là, je me faisais chier comme un rat mort, et puis j'ai vu cette feuille de votation avec des arguments, des trucs, et je me dis, mais il n'y a personne qui en parle de ces... Tu sais, les Suisses, on reçoit ça tous les 3 mois, et il y a forum, les gens ils sont chiants à parler de chiffres, il n'y a personne qui en fait un truc un peu fun, et je me suis dit, bah trop marrant, je pose... Et en fait, c'était pas écrit, c'est pas les trucs que j'écris. Je pose vraiment le téléphone, j'enregistre, je lis les machins, ça me fait marrer, je fais des blagues, j'en fais plein, puis après je fais 20 minutes de ça, puis je garde 2 minutes qui me font marrer. Et j'essaye de taper de tous les côtés. Donc ça, c'était pas prévu. Et je pensais pas que ça marcherait en vrai. Je me suis dit, mais les votations en Suisse sur les tunnels ferroviaires, mais il y a tout qui dit, fais pas ça. Ça va jamais marcher. Fais un truc sur le sexe ou sur le métro. Et en fait, comme c'était débile et comme c'était original, ça a un peu marché. Et après, maintenant, je suis plus conscient de ça. Et moi, c'est l'humour qui me fait rire, c'est l'humour politique, c'est l'humour un peu engagé, l'humour social, c'est même un peu l'humour qui peut être violent. Et ça me fait beaucoup rire quand on parle de la société, de la politique ou de la religion. Ça me fait plus rire que les vannes du quotidien. Vous avez remarqué quand vous ouvrez le lavabo, il y en a qui le font très Ah, je bien, vois, ouais. mais moi ça me fait moins rire et moi je le ferai pas bien. Donc non. Et je me dis, j'ai un micro. T'as un micro, t'es devant des gens, dis des trucs. Dis juste pas, putain, l'autre jour, je suis tombé. On s'en fout, en fait. Enfin, ça, c'est mon avis, hein. Dis des trucs pour les gens qui peuvent pas parler, qui n'ont pas le temps de parler, pour les infirmiers, pour je sais pas qui. Gueule sur les puissants, ils gueulent. Il faut y aller. Le fou du roi, le bouffon, t'as pas de responsabilité, je suis plus prof, je représente rien, faut gueuler quoi. Et puis tu peux y aller. Et puis il faut prendre des risques parce que on a un micro et les autres, il y a tellement de gens qui souffrent, il y a tellement de trucs injustes et eux ils ont pas le temps d'en parler. Ils ont pas le temps de prendre un micro, de faire des blagues, faire des vidéos. Donc moi j'ai le temps, donc autant que ça serve à des choses. Après je dis pas que j'ai raison, que ça change quelque chose, mais je trouve que ce temps-là
d'attention, cette énergie, je dois la mettre à un truc qui me semble injuste ou un truc à combattre ou un truc à changer. Et puis, donc ça me fait plus rire et puis je crois que c'est plus important de faire ça. C'était ça la question. Oui, mais t'as pas besoin que les autres t'aiment Euh, ou d'être aimé par tout le monde. Au début, j'avais très peur de comment j'allais réagir aux premiers commentaires. Ah oui, tu parlais des vagues de haine. Moi, j'en ai plein. J'en ai vraiment plein. Sur TikTok, quand je fais des blagues sur les burkas, mais de tous les côtés. Hein. J'avais fait une vidéo, parce qu'on a voté en Suisse pour l'interdiction de la burqa. Maintenant, c'est interdit. Et je me suis juste mis là, sur mon balcon, et j'ai juste fait une vidéo où je regarde un peu dehors, puis je dis, ah bah, maintenant qu'on a interdit les burkas, ça va mieux, hein. Puis je filme, puis il n'y a rien. Puis en fait, les anti-burqa m'ont gueulé dessus en disant ouais mais tu dis que c'est rien, que c'est pas un problème alors qu'il y a des burqas, de l'islamisme, machin. Et les pro-burqa m'ont dit ouais tu trouves ça léger alors que quand même c'est de la discrimination. En fait j'avais juste dit je trouve que cette loi est ridicule, mais je m'en fous si ce que les gens y pensent et tout ça. Mais là tu vois et les gens ils commencent à se fighter dans les commentaires et en fait moi j'avais peur de ma réaction et en fait ça me fait marrer. C'est-à-dire que s'il y a une vraie critique précise sur t'es mauvais parce que là, ce que t'as dit c'est faux, et là c'est pas drôle, et là t'as balbutié, et là machin, ça touche. Parce que putain, c'est vrai. Par contre, s'il y a un gars qui a écrit t'es con, je trouve ça marrant en fait. T'es une merde. Enfin, il y a tellement de trucs rigolos, ou bien qui n'ont pas compris, ou qui prennent au premier degré. Moi, ça me fait méga rire. Et oui, j'ai besoin d'être aimé, mais j'ai besoin d'être aimé par les gens que je fais rire en vrai, dans la salle. Pas tellement par les gens que je vois pas en algorithme, je m'en fous. Enfin, oui, je suis content quand une vidéo elle marche, mais il y a des vidéos qui marchent pas. Mais ça change pas ma vie, quoi. Et puis, ouais. Mais justement, moi, j'ai eu la chance de te voir plusieurs fois sur scène, mais aussi sur des scènes dans des événements d'entreprise ou voilà. Et là, tu ne prends pas de pincettes. Non. Tu dis vraiment. Je pense que ce que la majorité pense tout haut, mais ne dira jamais. Et là, en face des personnes que tu tacles, si je peux dire ça, ben, tu es en face d'elles. Oui. Et à la fin de ta représentation, il y a sûrement un apéro où tu vas être en face d'elles. Est-ce que tu as une anecdote, une personne qui t'a dit « Ouais, mais là... Oui, ah mais beaucoup. Ben... Sans citer de nom. Non, sans citer de nom. Bernard. Non, pas du tout. Mais en fait, je me dis, c'est les gens... Si par exemple, je vais à la réunion du PLR ou à la réunion des patrons ou de l'immobilier, j'ai fait tous ces trucs, je me dis, putain, c'est le seul moment de ma vie où ils vont m'écouter, en vrai. Parce que ils savent pas qui je suis ou voilà. Donc là, ils sont assis, ils doivent fermer leur gueule et moi, j'ai un micro. Je vais pas faire des blagues sur le métro, quoi. Je vais leur dire tout ce qui va pas en blague. Et si c'est bien écrit, ça te fait rire quand on te reproche un truc mais qui est un peu vrai, t'es là, putain, c'est vrai qu'il a pas tort. Et donc j'ai dit, c'est le moment de dire des trucs à ces gens qui m'écoutent. Et oui, des fois ils m'écoutent pas, des fois ils sont fâchés, des fois ils rient pas, des fois ils rient beaucoup parce qu'ils trouvent ça, waouh, ils osent dire ça à ces mecs-là. J'ai même fait des soupers de Gauthieron où je critique Gauthieron. Il y a les joueurs, ils tirent la gueule, les investisseurs qui sont comme ça, les sponsors qui se prennent... Mais c'est mon rôle, en fait. Si moi, l'humoriste débile, comique, bouffon du roi, qui est attaché à rien, j'ose pas le faire, personne va le faire. C'est pas le serveur, le mec de la sécurité, qui a des patrons, des trucs. Moi, j'ai rien, je m'en branle. Si je gueule et que tout le monde le déteste, je rentre chez moi, ça change rien à mon salaire, à ma vie, à ma précarité professionnelle. J'ai rien à perdre, rien à gagner, donc vas-y. Et en plus, ils aiment bien. C'est-à-dire qu'ils me prennent pour ça maintenant. C'est-à-dire, ah oui, lui, il est marrant, tu vois, il gueule un peu sur le patron, le truc. Voilà, je prends votre argent, je vous critique, je vous gueule dessus, je vous fais marrer, je me casse. Après, je pense pas que ça change quelque chose, mais j'ai pas peur qu'on m'aime pas parce que c'est mon rôle de faire ça. Et d'ailleurs, si je le fais pas, les gens me le reprochent. En fait, au lieu qu'ils viennent quand même t'aller, souvent c'est t'aurais pu aller plus. Hein. Ouais. Et là sur le président, là t'aurais pu aller encore plus. Et voilà. Donc en fait, c'est mon rôle de poil à gratter de dire un peu des trucs. Est-ce que juste après la scène, je sais pas si tu as déjà été confronté à une personne, par exemple, vraiment face à face, est-ce que tu lui dis ouais, mais tu vois, c'est pour les blagues. T'essayes d'adoucir ou... Non, en fait, souvent, ce que les gens ils font, c'est qu'ils disent c'était bien, c'était super, mais quand t'as dit ça, c'est faux, parce que machin, et ils gueulent.
Et en fait, si c'est faux, là, je suis désolé, je pensais que c'était vrai. Souvent, c'est vrai, hein, mais je pensais que c'était vrai. Et sinon, non, mais encore une fois, t'imagines si après je leur dis ouais mais en fait je pense pas, c'est super ce que vous faites, je vous serre la main et on boit des petits, bah tout ça sert à rien. Donc ça veut dire que s'ils viennent vers moi, c'est qu'il y a un truc qui les a dérangés et moi j'adore le débat, j'adore la discussion. Encore aujourd'hui j'ai eu des vocaux avec des gens d'UDC qui sont pas contents avec ma vidéo et on se fait des vocaux et j'écoute ce qu'ils disent et moi ça je trouve qu'en démocratie il faut qu'on se parle et il faut qu'on se gueule dessus et là on est vachement dans un truc. Les gens qui disent moi je parle pas aux mecs de droite ou je parle pas aux gauchistes, je comprends pas. Moi je parle à tous ces gens parce que c'est quoi tes arguments? Et souvent quand tu leur parles comme ça, c'est beaucoup plus tranquille que gauchiste. Quand je vais à un match de Gauthieron, j'entends plein de gars de Gruyère bourrés qui disent hey, gauchiste de merde. Mais ça c'est nul, je m'en fous. Enfin, je leur réponds. mais ça c'est rien. Par contre, s'il y a quelqu'un qui va me dire hey, je voulais te dire ta vidéo c'est pas juste, tu dis ça sur les conseillers d'État, mais machin. Ça, je trouve que ça sert à quelque chose, tu vois. Donc, au début, je n'osais pas trop. Et puis maintenant, je m'en fous. Genre, je me dis, ils me payent pour ça. Je suis là pour ça. C'est mon job. Je vais gueuler. Ça va rien leur changer à leur vie. Si pendant 5 minutes, je fais des blagues sur eux, c'est pas grave, tu vois. Donc, non, j'ai plus trop peur des réactions. Ça me fait même assez marrer. Surtout quand ils rient pas. À quel point tu as peur de te faire cancel? Parce qu'aujourd'hui, comme tu as dit, on est soit de gauche, soit de droite, on est soit noir, soit blanc. Est-ce que toi, tu as cette peur de te faire cancel? Moi, je fais toujours attention dans mes blagues de savoir qui est la cible. Donc, qui est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque un puissant ou j'attaque un faible? Si j'attaque un faible, faut vraiment que ce soit beaucoup plus drôle que méchant. Vraiment. Et sinon, je change la cible. Je sais pas, si tu veux faire des blagues sur le handicap ou sur le racisme, attaque pas les personnes racisées ou les handicapés, attaque les racistes et ceux qui mettent pas assez qui veulent pas voter les budgets pour mettre des trucs pour les handicapés. Donc en fait, tu parles du même truc, mais ta cible, elle est différente. Et donc, à partir du moment où ta cible est claire et ton propos est assumé, moi, je m'en fous. Parce que je suis très au clair avec ce que j'ai dit et pourquoi j'ai dit et comment j'ai dit. Donc, si tout d'un coup, il y a une vague où tout le monde dit « t'as dit de la merde, c'est faux », je dis « moi, je pense ça, mais j'entends et tant pis ». Et cancel, franchement, faut y aller. Moi, je trouve que c'est un peu un mythe. Alors, il y a des gens qui sont virés de radio, il y a des gens qui se font plus invités dans des émissions télé ou dans des théâtres, mais je connais plein d'humoristes qui continuent quand même à très bien marcher, surtout que maintenant l'humour noir, l'humour politique, l'humour trash, ça marche de mieux en mieux parce que justement, c'est tellement aseptisé le reste. Et par les réseaux, par des trucs, t'arrives à faire un humour comme ça. Et en fait, si t'as peur d'être cancel, tu perds ton... C'est risqué, il faut que ce soit risqué l'humour. Ce truc de dérapage, j'aime pas un dérapage, c'est-à-dire qu'il y a une route à suivre. Non, chacun fait comme il veut et t'as le droit de dire de la merde et t'as le droit de pas le penser, de dire faux, t'as le droit de te gourer, tu peux t'excuser. Et en fait, cancel, c'est souvent une minorité qui dit que lui, il a fait une blague qui allait pas à ce moment-là. En vrai, ça se répercute pas énormément. Et puis, moi, je trouve que ça fait aussi partie du job. Autant les politiciens, quand je leur gueule dessus, je trouve que ça fait partie de leur job. Autant moi, ça fait partie de mon job d'être cancel ou d'être pas invité. Ouais. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu rôdes ton spectacle. Oui. Ça se passe comment un rodage? Est-ce que tu peux parler de ce spectacle? Dans quelle intention tu l'as écrit? Ouais. Le premier spectacle, c'était un peu un patchwork de toutes les blagues que j'avais faites depuis 1 année, 2 ans. Puis tu mets ça ensemble et puis tu fais 1 heure de blagues. Et ce spectacle, j'ai tout mis de côté, puis j'ai pris une feuille blanche. J'ai pris le train pour le nord. Je suis parti de Fribourg, Bâle, Bochum, Kaiserslautern, je sais plus quoi, Stuttgart, allez pas en Allemagne, c'est horrible. Rotterdam, jusqu'en Angleterre. Et dans le train, j'écrivais. Et donc je me suis dit, je me mets pas un thème, je me mets pas les trucs, qu'est-ce qui me fait marrer, qu'est-ce qui me révolte, qu'est-ce qui m'étonne, qu'est-ce qui me fait peur. Et je notais les trucs dans le train la journée. Et après, quand j'avais fini, je regardais dans quelle ville j'étais, je sortais, je prenais un hôtel, et puis voilà. Donc c'était mon trip vers le nord. J'ai vu des villes nulles, horribles. Ah là là, il y a des trucs. Rotterdam, c'est super. Et puis après, je suis resté 10 jours à Londres, je crois. Enfin, Sheffield, Manchester, puis après Londres, 10 jours. Là, j'avais réservé un appart pour finaliser tout ça. Et moi, j'aime bien écrire dans des bars, dans des bistrots, dans des lieux bizarres, dans des lieux qui sont pas francophones, dans des lieux que tu connais pas bien, parce que
Là, tu vois l'universel, tu vois. C'est, ah putain, ce gars, on est à Stuttgart, et il fait le même truc que mon voisin à Villars-sur-Glâne, donc il y a un truc universel. C'est pas un truc suisse, c'est pas... Donc s'il fait ça à Rotterdam à 6 heures du matin, et l'autre, il fait la même chose à Stuttgart à midi, c'est qu'il y a un truc vrai à aller chercher. Donc j'ai écrit et tout ça, puis après j'ai posé, puis je me suis dit, est-ce qu'il y a un fil rouge? Puis je me suis dit, ah oui, c'est un peu le temps qui passe. Prof d'histoire, donc voilà. Donc après j'ai classé mes blagues sur le passé, le présent, le futur. Puis après j'ai resserré en disant, mais en fait, je vais faire un bilan de l'espèce humaine. Ça fait 300 000 ans qu'on existe, on fait un bilan. Bilan politique, social, religieux, économique, physique, mental, sportif. Et du coup, c'était mon fil rouge de dire, j'ai une problématique au début du spectacle qui est est-ce qu'on est con? Et à la fin, je réponds en disant ça va, un peu, mais pas ça va. Et en fait, je tourne autour de ça et le fil rouge est venu après que d'abord je me suis dit qu'est-ce qui me fait marrer, qu'est-ce qui me fait peur, je l'écris, puis après le fil rouge est venu. Et roder le spectacle, c'est simplement le stand-up, c'est un art, mais c'est un artisanat. Ça veut dire que tu as besoin de la validation du public toutes les 10-12 secondes, ce que tu n'as pas besoin en peinture ou en musique. Donc, tu es obligé de tester tes trucs pour voir si ça les fait marrer ou pas. Et quand ça les fait pas rire, tu fais pas ton job. Donc, alors tu peux le garder, mais ton job, c'est quand même que ça rigole. Donc, c'est un va-et-vient de test. Tu changes la blague, tu changes un mot, tu fais un silence, tu fais une tête, tu le mets après. Et tout d'un coup, c'est là que ça marche. Il faut le mettre après, il faut faire un silence avant. Tu valides ça, tu fous ça dans le spectacle et puis tu retestes 5 minutes. Donc le rodage, c'est ce moment où le spectacle est fait, il est fini, il est ficelé, mais tu as encore des plages de ça je peux enlever, ça je peux aller plus loin, ça je peux aller plus vite. Et c'est cette phase-là. Et donc c'est pas l'œuvre finale, mais c'est ce processus de ping-pong avec les gens. Et là, t'en es où? Là, c'est bien. Là, je suis content. Je l'ai changé totalement en août de l'année passée. Donc, je l'ai fait 6 mois, de janvier à août. Et après, j'ai changé la structure parce que j'ai fait Avignon. Puis à Avignon, on m'a fait des retours. On m'a dit, ouais, le début, tout le reste, c'est bien, mais le début est un peu lent. Ça, on ne sait pas qui tu es, tu donnes pas assez, tu vas pas assez loin là, il faut que tu gueules plus. Okay. J'entends, donc j'ai refait des trucs, j'ai poussé des trucs de trash, d'absurde. Et puis là, je suis content. Là, j'ai une version qui me plaît, mais je la change encore. Encore ce matin, j'ai changé un truc, un bloc. Avec l'actualité, avec des nouvelles blagues, avec des blagues que j'aime plus. Et si je les aime plus, je vais mal les dire. Et si je vais mal les dire, ils vont pas rigoler. Donc, c'est organique, un spectacle, ça change tout le temps. Mais là, j'ai une version, je suis content. Et justement, moi, j'avais assisté à ce spectacle, ce rodage, justement. Ouais. Et il y a une question qui m'était venue. Je Oui. me disais, imagine que tu as des enfants, tu vas dans une école... Puis il y a des enfants qui te demandent, voilà, Monsieur Betrave, résumez-nous un peu pourquoi il y a la guerre dans la vie. Ouais. Ça, c'est des questions aussi que moi je me pose en fait. Ouais. Tu peux ne pas répondre, hein, mais pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a certaines absurdités auxquelles on assiste aujourd'hui? Mais ça, c'est typique des questions que j'avais quand j'étais prof. C'est-à-dire qu'on fait un truc sur la Deuxième Guerre mondiale, puis eux, ils reviennent, les élèves, ils reviennent. Mais pourquoi on fait la guerre? Alors, tu dois expliquer, tu vois, que quand tu t'organises en tribus, t'es 25 d'un côté, 25 de l'autre, tout va bien, puis tout d'un coup, il y a une ressource que les deux veulent avoir, parce qu'il y a de l'eau potable, ou il y a une cabane, ou il y a un truc. Alors d'abord ça discute, on fait chacun un jour, machin, et puis tout d'un coup il y en a un qui va au mauvais jour, donc ça crée des tensions, et donc tout d'un coup il y en a un qui se dit mais en fait je pense que si on leur tape sur la gueule, on va avoir tout le temps ce machin. Et après c'est des rapports de force, et puis après en fait c'est la guerre, ce qui est absurde c'est que quand tu la commences, tu crois que tu vas la gagner, que tu crois que tu vas la finir et tu crois que ça va être positif, et l'histoire montre que t'es tout le temps perdant d'une guerre, même si tu la gagnes. C'est qu'il y a très peu de guerres où le gars il se dit t'as eu ça en 2 semaines, t'as perdu des gens, t'as perdu du fric, t'as perdu de l'énergie, t'as perdu de la crédibilité, de la morale. Mais c'est ça qui est beau dans l'humain, c'est qu'il n'est pas cohérent, c'est qu'il n'est pas raisonnable, c'est qu'il n'apprend pas de ses erreurs, et l'ambition d'avoir cette eau potable, cette meuf, ce titre, ce blouson, cette couronne, ça fait faire des trucs absurdes parce que... Mais c'est ça qui est joli. Donc les guerres, pourquoi il y a des guerres? Parce qu'il y a des enjeux de pouvoir et pas assez de ressources pour tout le monde. Comment on pourrait les arrêter? Les guerres Waouh. Je pense que le problème, c'est que
on, on donne le pouvoir à des gens qui veulent le pouvoir. C'est-à-dire que en démocratie, on élit des mecs qui veulent être chefs. Et quand tu veux être chef, c'est que tu as déjà un rapport hyper bizarre à l'autorité, au pouvoir, parce que moi, j'ai pas envie. Tu me dis, tu veux être président de bain, mais jamais de la vie. Puis il y en a qui veulent, il y en a qui veulent absolument. Et donc, c'est ces mecs qui arrivent au pouvoir, et donc c'est ces gars qui prennent les décisions. Et ces gens, comme ils aiment le pouvoir, ben, ils aiment avoir plus de pouvoir. Alors, je pense que pour arrêter ça, il faudrait élire des gens qui n'ont pas envie d'avoir du pouvoir. Et c'est ce que faisaient des fois les Grecs, par tirage au sort, tu as les citoyens, et chaque année tu tires 500 citoyens, tu les mets dans une assemblée, tu dis allez, faites les lois, vous n'êtes pas bien payés, vous n'avez rien à gagner parce que l'année prochaine on met les autres, vous n'avez pas été choisi parce que vous êtes intelligent, vous parlez bien, vous êtes fort, donc raisonnez, réfléchissez, c'est le service militaire, tu fais ça, oh j'ai du pouvoir, chier. Là je pense que tu arrives à avoir des gens un peu plus raisonnables et moins intéressés en fait. Ah. Je sais pas, je dis ça comme ça. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. On va arriver vers la fin de l'épisode, mais Oui. j'aurais quelques questions comme ça si des gens nous écoutent. Par exemple, des personnes qui aspirent à faire de l'humour une carrière. Est-ce que toi, tu as 2, 3 conseils? Tu as dit avant de travailler surtout. Ouais. Tu as d'autres choses? Est-ce qu'on peut se rendre compte assez rapidement qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on est nul, ou c'est vraiment le travail? Moi déjà, je pense que pour faire carrière dans l'humour, il faut pas avoir envie de faire carrière dans l'humour. Enfin, pas avoir envie, mais pas avoir comme ambition Mhm. primaire de faire carrière. Prends ça comme un hobby, comme un sport que tu fais à côté, comme un truc que tu fais le week-end, en dehors de ton job. Donc, fais des études ou un apprentissage et un boulot, puis après, à côté, comme tu fais du foot ou du poker, fais de l'humour. Déjà, ça va t'enlever l'impératif de il faut que ça marche, il faut que les gens y m'aiment, il faut pas que je sois un shitstorm, il faut pas que je sois cancel, parce que du coup, ce qui est intéressant dans un humoriste, c'est qu'il est libre. C'est que nous, ce qu'on aime quand on va voir un humoriste, c'est on se dit putain, il en a rien à foutre. Il s'en fout des conventions, il s'en fout de sa carrière, il s'en fout de ce qu'il dit, il nous donne ses faiblesses, ses tabous, ses trucs. Donc, pour avoir cette aisance-là, il faut être solide derrière socialement et professionnellement. Donc moi, je leur dirais, faites déjà un autre job et faites ça à côté. Et après, non, il y a des gens qui continuent à faire et qui voient pas que ça marche pas, mais comme moi, j'ai fait du foot longtemps, j'étais nul, mais je savais que j'étais nul, mais je continuais parce que ça me faisait marrer. Alors tu peux faire ça comme ça. Après, si tu veux le faire vraiment, oui, il faut voir objectivement si tu fais rire les gens, si tu es capable de travailler, si tu es capable de créer, si tu es capable... Parce qu'il faut avoir une... Moi, j'écris 2 heures par jour, à peu près. Peut-être c'est trop, j'en sais rien, mais est-ce que tu aimes faire ça? Est-ce que tu as envie de faire ça? Et pas se dire je veux aller faire l'Olympia, mais se dire est-ce que demain je suis motivé à aller dans une cave devant 8 personnes et faire des blagues sur les pantoufles? Est-ce que ça me plaît? Et après, ça va venir si tu. Voilà, je pense. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a marqué dans ta vie jusqu'à maintenant? Un motto ou... Euh, Souvent, on me pose ces questions et j'oublie chaque fois de valider un truc. Euh, je vais en inventer un. Non. Je pense par exemple à ton rapport à l'Angleterre, à la culture punk aussi. Ouais, ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a drivé? Oui, c'est très important d'être irrespectueux. C'est très important de remettre en cause les codes, l'autorité, les trucs imposés. Euh, Parce que sinon, bah, t'es un humoriste du système et c'est pas intéressant. Enfin, moi, ça me fait moins rire en tout cas. Je pense ça. Et puis, je pense aussi. Alors, ça, c'est un vrai conseil que j'ai appris en le faisant et ça m'a pris du temps. C'est qu'en fait, le texte, il est important, mais le plus important, c'est comment tu le dis. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bonnes blagues et tout ça, mais ça, c'est 20%. Et 80%, c'est l'énergie que tu mets, l'intention. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es révolté? Est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu es teubé? Et jouer ces intentions parce que les gens, ils retiennent ça. Les gens qui viennent te voir, ils retiennent pas trop les blagues. Ils retiennent ah, c'est le mec qui gueule contre les nuages ou c'est le type qui a hyper peur de Brigitte Macron. Et c'est l'intention, l'angle et le truc que tu mets sur scène. Et en fait, tu peux avoir des textes moyens, mais si tu as une folie, tu as un personnage, tu as une absurdité, les gens, ils vont kiffer ça. Et donc, du coup,
écrire des textes, mais surtout mettre de l'énergie, de l'intention, et puis de toi, et dire le vrai. Plus tu dis la vérité, plus les gens ils se marrent, en fait. C'est terrible. Là, je pense vraiment à quand tu parles de Guy Parmelin, quand tu parles de Oui, l'énergie. C'est vrai que moi, je retiens souvent ça, la manière dont tu parles de lui, oui. que tu... C'est Et drôle. d'ailleurs, quand j'ai pas l'énergie, quand je suis fatigué, quand j'ai la Mhm. flemme, ces blagues, elles marchent pas. Enfin, moins bien. Ouais. Parce que c'est le même texte. Mais les gens, ils sont là, mais ça lui fait quoi, lui? Pourquoi il nous parle de ça? C'est quoi qu'il... En fait, quand tu arrives sur scène, tu dois être full d'un truc. Putain, je vais vous raconter un truc, mais c'est débile, ou ça m'énerve. Ou l'autre jour, les bouchons, 10 par main, il est taré. Et en fait, voir quelqu'un de animé comme ça, tu te connectes à lui et du coup ça fait rire parce que Ouais. ça Oui, donc il est fou. oui, Après il y a des il y a des styles, hein. Il y a des oui, gens qui oui. sont beaucoup plus calmes et qui ont des textes et tout ça, c'est très bien aussi, mais je pense que c'est important en tout cas de savoir ce que tu dis et de le dire avec passion, quoi. On va arriver à la fin, mais je veux juste quand même parler de cette culture punk parce que ça m'a Oui, toujours passionnée. C'est toi qui m'en as parlé pour la c'est vrai. première fois. Alors, je connaissais un tout petit peu, Ouais, mais je vais presque avoir des rien. trucs punk là, les Sex Pistols. Ouais. Tu veux que je te parle de ça? Ouais, Pour est-ce que moi, pour toi, c'est un rapport à la liberté? C'est comme ça que tu as très jeune envisagé ouais. les choses Il y a deux trucs. Ben, il y a la musique. Moi, je suis rentré dans le punk par la musique. Et ce qui est bien avec la musique punk, c'est que justement, ils cassent les codes et ils en ont rien à foutre d'être audible, d'être gentil, d'être bankable, d'être algorithmique. C'est du son brut par des gens qui savent pas bien jouer, qui gueulent des trucs atroces. Et, et, et quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, ah, eux, ils sont vrais. Tu vois, il n'y a pas une production, un truc, une chorégraphie, venez me voir en concert. Non, non. Il n'y a pas d'économie derrière, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas c'est, on est jeune, on gueule, on n'est pas content, on ne sait pas jouer, mais on n'en a rien à foutre. Et il y a une des paroles des Sex Pistols, c'est je ne sais pas ce que je veux, mais je le veux maintenant. Et No Future, c'est le truc de. Après, c'est dans une certaine Angleterre où il y avait du chômage. Et après, ils se sont mis des choux en crête, ils ont pété leurs habits parce qu'on refuse les codes, on refuse d'être beau, on refuse d'être attirant, on refuse d'être gentil. Tac. Et moi, ça m'a beaucoup marqué en tant qu'adolescent parce que c'est très adolescent comme truc. Et de manière générale, c'est les mouvements artistiques, ils viennent toujours de ça. C'est-à-dire que si tu regardes la littérature, la peinture, le cinéma, les nouvelles tendances artistiques, c'est toujours contre celles d'avant. Ou souvent, c'est on en a marre de ça, maintenant on va faire ça. On en a marre de la photo, on va faire de l'impressionnisme. Et tu sais quoi, on va faire de l'abstrait. Et tu sais quoi, on va faire de la musique plus forte. Et on va prendre de la musique noire et blanche et le mettre ensemble. Elvis, il va être sexuel. Et puis après, les Rolling Stones, ils vont prendre la drogue. Et puis, en fait, c'est un mouvement musical, mais c'est un mouvement de révolte aussi. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas de maître, pas de loi, pas de chef. Et c'est juste, comme on disait au tout début, bougez-vous. Vous avez une routine dans le système capitaliste. Vous vous levez, vous prenez le métro, vous allez bosser, vous revenez. Ça ne va pas. Foutez le bordel. Parce que les puissants, il faut qu'ils arrêtent d'être puissants, il faut plus d'égalité. Et moi, je pardonnerai toujours à un groupe de punk la musique qu'ils font, parce que il y a ce truc d'énergie et de vérité que je retrouve moins dans d'autres musiques plus léchées. Mais tu vois, par exemple, le début du hip-hop, c'est la même chose, le début de la techno, c'est la même chose. Nous, on fait plus de paroles, on fait plus de musique, plus de refrains, on met le pouf, pouf, on prend de la drogue, on n'en a rien à péter. Et c'est de la liberté, en fait, ça. Et moi, une de mes valeurs principales, c'est la liberté. Donc quand je vois des gens libres et vrais, ça m'émeut toujours beaucoup. Et comment toi, tu sais que tu es libre? C'est quoi ton baromètre? Euh, Là, j'estime que j'ai construit une vie où je suis tout le temps content. Ou alors quand je suis pas content, je sais pourquoi je fais ce truc, c'est parce que je vais être content après. Pendant longtemps, j'ai dit ah, tu veux venir voir l'exposition sur les papillons à Soleure? J'aurais dit oui, parce qu'il faut être gentil, il faut faire, parce que je veux pas vexer les gens. Maintenant, je dis non. Quand ils me disent mais pourquoi? Mais j'ai pas envie. Et en fait, les gens, ils trouvent ça cool parce que c'est pas non, j'ai un truc, je suis malade. Non, non, je m'en fous de tes papiers. Je t'adore, mais je m'en branle. Je vais pas faire ça. J'aime pas les activités. Et on va faire un ping-pong. Non, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Et du coup, là où je me sens libre, c'est que je peux dire aux gens. Je l'ai encore fait juste avant. J'ai dit à quelqu'un, on vient faire un brunch. Jamais de la vie, t'oublies. On se voit ailleurs, mais pas ça. Et donc, j'ai essayé de centrer sur qu'est-ce qui me plaît vraiment. Et en fait, les choses qui me plaisent vraiment, c'est la création artistique. Donc, voir des gens créer en musique, en cinéma, en série,
créer, faire des blagues, des pièces de théâtre, des films, machin. Et ça, c'est ce qui me prend 80% de mon temps. Et si je me lève le matin, si je vais courir pour être en forme pour les spectacles, c'est des trucs chiants, mais je sais que je le fais parce que ça, c'est important. Et sinon, il y a d'autres trucs comme l'amitié, l'amour, faire la fête. Mais chaque fois, c'est des moments libres parce que je décide de le faire à ce moment-là. Avec ma copine, c'est comme ça. Des fois, on prévoit jamais. On se dit pas, le 28, on va aller faire. Non, on dit, peut-être qu'on se voit mardi, mais s'il y en a un qui n'a pas envie, on s'écrit. Et souvent, des fois, on s'écrit. Elle me dit, ouais, j'ai envie de rester seule. Ah ouais, ok. Non, trop bien. Ben, viens, on se voit demain. Et dans tous les secteurs de ma vie, j'ai essayé d'être le plus libre possible. Après, je suis pas libre comme tout le monde. Je veux dire, je regarde la télé, j'ai un iPhone. Oui. Je suis formaté à ma culture, à mon époque et tout ça. Mais j'essaie de tirer au maximum cette liberté. Et si demain, je vais avoir 2 semaines de vacances, je peux le faire parce que j'ai assez d'argent, j'ai assez travaillé, j'ai pas de tâches nulle part et je peux me casser à Rotterdam. Je vais faire ça d'ailleurs. Non, c'est vrai. Donc, tu as choisi ta vie et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de dire non parce que j'ai l'impression qu'il y a une peur irrationnelle chez l'être humain, c'est d'être seul. Ouais, alors moi j'ai de la chance, c'est que j'adore être seul. Depuis que je suis petit, ma mère elle me dit mais tu jouais des heures tout seul avec tes bagnoles dans ta chambre à faire je sais pas quoi. Donc moi depuis que je suis petit, j'ai 2 grandes sœurs qui sont beaucoup plus grandes que moi, donc j'étais pas trop avec elles. J'avais des amis et tout, mais j'ai eu beaucoup de moments où je devais être seul et moi j'adore être seul, j'adore vivre seul, j'adore avoir mes moments seuls et c'est un métier où tu rencontres beaucoup de gens, tu es tout le temps en représentation, donc il me faut ces moments-là. Mais après il y a des gens, moi je dis ça va pour moi, mais après il y a des gens qui ont des impératifs, c'est-à-dire que des fois t'es père de famille, des fois t'es en couple, des fois tu dois t'occuper de tes parents, t'as pas d'argent, tu dois travailler pour lui, tu dois accepter un boulot machin. Donc moi j'ai une chance incroyable de pouvoir dire je peux faire des blingues, je suis libre, mais 100 fois dans ma vie, j'aurais pris un autre chemin et j'aurais eu des trucs à faire, quoi. Et si tu as des enfants, c'est des trucs... donc voilà, donc je pense que c'est facile pour moi de dire soyez libre, partez à Rotterdam. Puis les gens ils vont me dire ouais, mais mec, t'es gentil, j'ai l'assurance à payer, j'ai 2 gosses, j'ai mon travail, j'ai ma mère qui est malade, et voilà. Donc je dis pas aux gens soyez libre. Par contre, ce que tu peux faire, c'est remettre en cause un peu certains trucs que tu fais. C'est-à-dire, est-ce que tu es vraiment obligé d'aller à cette fête des voisins que tu n'as pas envie? Est-ce que tu es vraiment obligé de continuer le badminton alors que tu t'en branles? Est-ce que tu es obligé de rester en couple alors que tu l'aimes plus? Ça, c'est des vraies questions que peut-être tout le monde peut se poser à un moment donné. Et puis, voilà. Ouais, en fait, moi, je serais partie de cette expo des papillons. Ouais. Genre même moi, Ouais. je sais pas si aujourd'hui j'aurais les épaules pour dire non, je viens pas. Oui, c'est ça, mais parce que tu n'as Tu pas vois. envie de vexer la C'est personne. ça. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que les gens, ils se vexent pas. Quand tu leur dis cash, je viens pas parce que j'ai pas envie de voir des papillons, ça les fait même marrer. Oh putain, ouais, ok, ben on fait un autre truc. Mais oui, on fait un autre truc. Mais c'est pas ouais, je te redis, puis après ouais, en fait, je peux pas. Ça, ils aiment pas les gens. Parce que ouais, mais dis-le alors si tu veux pas. Et en fait, ça, c'est plus chiant pour les gens que tu viennes et que tu tires la gueule que tu Ouais. viennes pas. Par contre, il faut leur proposer un autre truc. Tu dis, je viens pas à tes papillons de merde. Par contre, je t'invite à une fondue, voir du hockey, ou j'en sais rien, ou un truc que toi, tu aimes faire. Et comme ça, lui, il te dit, ah non, non. Et du coup, c'est cool parce que tu essaies de trouver une vraie activité que les gens aiment. Et ouais, moi, je pense que les gens, ils se vexent moins que ce qu'on croit. Julien, merci Oui. beaucoup. Est-ce que tu as Merci, un Eva. mot de la fin? Est-ce que tu as envie encore de dire quelque chose? Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Euh, Non, parlez aux gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Je trouve ça c'est toujours important. Moi, j'écoute des philosophes, des politiciens de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. Putain, des fois, t'es là, mais je suis pas d'accord, mais j'essaie de piger ce qu'ils disent. Et je pense que c'est hyper important. Mais ça, c'est un peu ma formation d'historien, c'est trouver des sources. Quand tu arrives en histoire, on va faire le nazisme, on va pas dire les nazis, ils sont méchants, on s'en fout. On va dire pourquoi ça arrivé, quand ça arrivé, à qui ça arrivé, quelles ont été les conséquences, les causes. Et je trouve que ce truc un peu analytique, faut qu'on se calme un peu dans la vie en disant t'es un facho, t'es un gauchiste, t'es homophobe, t'es je sais pas quoi. On peut avoir des propos qui sont mauvais, qui nous dépassent, il faut les combattre, mais les gens, souvent, il faut juste leur parler, et puis après, peut-être qu'on arrivera mieux à s'entendre.
et écouter du punk, écouter les Sex Pistols. C'est un truc de malade. 1977, ils arrivent, ils font des tubes, ils ont les paroles les plus conscientes du monde, alors qu'ils en ont rien à foutre. Ils font une chanson sur l'avortement, sur la politique de Thatcher, sur le colonialisme anglais. C'est brillant, c'est intelligent, alors que punk, ça veut dire idiot. Et souvent, les faux idiots sont les plus intelligents. Ça va être mon mot de la fin. Tu peux vraiment lâcher le T'as vu? micro. Drop the mic. Merci infiniment. Et Avec j'ai plaisir. vraiment hâte que les gens qui doivent écouter ça écoutent. Merci. Ouais, bah, merci à toi. Ciao. Bah, merci. À bientôt. Ciao.